Alors, vaste sujet, quel progrès pour quel coût? Bon, vous n'êtes pas sans savoir, donc depuis quelques années, alors, je suis un peu perdue dans les années, mais 3-4 ans maintenant, avec le Ségur numérique, l'État a mis un coup d'accélérateur pour développer le numérique dans le médico-social. On peut dire sans offense que c'était pas ça, hein, il y a 5 ans, le numérique. Certains EHPAD n'avaient pas le Wi-Fi. Donc voilà, il y a des moyens, 600 millions d'euros ont été débloqués, voilà, dossiers usagers informatisés, messagerie sécurisée de santé, tout ça, vous connaissez sans doute. On va parler plus spécifiquement voilà, de tout ce qui s'est, enfin peut-être pas tout ce qui s'est passé, mais où on en est aujourd'hui. Donc avec Myriad Ekfekhan, le regard du ministère, donc je vais essayer de reprendre votre fonction exacte qui est affichée, c'est pratique. Donc directeur de projet pour le secteur médico-social à la DNS, donc qui dépend du ministère. Et on aura un point de vue peut-être un peu plus éthique du côté de Miguel Jean. Côté terrain. Alors, comme ça, on n'a pas l'impression que vous vous intéressez à nos sujets, puisque vous étiez à la base médecin de la reproduction au CHU de Nantes. Oui, un petit ovni sur scène avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà, a priori éloigné du champ de compétences de l'auditoire, mais pas tant que ça, parce que vous êtes donc un spécialiste de l'éthique. Vous avez été directeur de l'espace éthique des Pays de la Loire pendant 10 ans et responsable de la consultation d'éthique clinique au CHU de Nantes, avec beaucoup de sujets qui avaient trait au médico-social notamment. Voilà, ça remet un petit peu l'église à la place du village, si on peut dire. Du coup, on peut, alors c'est un sujet assez large, hein. On peut peut-être revenir avec vous, Myriad Ekfekhan, sur un peu plus, on va dire de manière institutionnelle, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, le numérique, après le Ségur, puisque le Ségur s'est terminé en termes de financement, en tout cas en 2025. Donc il y a sûrement un déploiement qui est en train de continuer. Quelles sont les prochaines échéances pour vous sur le terrain, parce que c'est ça qui vous intéresse, j'imagine. Et puis quel garde-fou, quel coût, pas seulement économique, coût humain aussi. On verra ça voilà, dans toute cette intervention. Voilà, là, je vous laisse expliquer un petit peu où on en est. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être avec vous. Ça fait toujours plaisir de voir le terrain, même si à la délégation numérique en santé, on est content. On se rend régulièrement dans les établissements aussi pour voir les effets du numérique directement, comment il est pris comment il est déployé, et puis comment on peut améliorer les choses. Donc on est vraiment dans une démarche itérative. Effectivement, en 2018, on a eu un grand rapport, le rapport Poncouri, qui disait le numérique dans le domaine de la santé en général, c'est quand même un peu la cata, il y a du cloisonnement dans tous les sens, il n'y a pas assez de logiciels métiers déployés, donc il faut vraiment faire quelque chose. Et à l'occasion du plan de relance et de résilience européen en 2020, il y a 2 milliards qui ont été dédiés à cette cause, à ce projet, dont 600 millions pour le médico-social. Sachant que quand même, le médico-social, dans le domaine du numérique, avait souvent été mis après le sanitaire. Et donc là, il y a vraiment une envie d'investir massivement là-dedans. Alors quand on investit dans le numérique, on investit dans quoi? On investit d'abord dans un peu la fondation, parce que le numérique, finalement, c'est plein de choses, hein. C'est des logiciels métiers, des logiciels de facturation, des logiciels de téléconsultation, de télésurveillance, de plein de choses. Et donc le choix du ministère, ça a été de se dire, on veut d'abord aller à la base, c'est-à-dire le logiciel métier, le dossier usager informatisé, pour être sûr que tous les ESMS, et en particulier pour vous ici, les EHPAD, les résidences autonomie, les services à domicile, soient équipés d'un logiciel qui permet de centraliser les informations d'accompagnement d'une personne, que ce soit les informations médicales ou les autres informations qui permettent de suivre la personne. Effectivement, on a une première étape où on s'est dit, il y a le programme ESMS numérique qui a eu un gros impact sur le terrain, puisque aujourd'hui, après 5 campagnes annuelles de SMS numérique, on a 76% des EHPAD qui ont bénéficié des fonds à destination pour s'équiper d'un logiciel usager informatisé, et à peu près 40% des résidences autonomie. Donc, il y a eu un impact, c'est sûr, dans le déploiement du dossier. Après, aujourd'hui, on est un peu au milieu du gué parce que, oui, on l'a déployé. Après, il faut l'utiliser et bien l'utiliser. Et ça prend du temps parce qu'un logiciel, le numérique, tout seul, ça n'a pas de sens. Le numérique, c'est pour un humain, que ce soit pour 2 humains, en l'occurrence,
l'usager et le professionnel. Et donc, ça nécessite nécessairement des changements de pratique, des adaptations. Et c'est là où le numérique, je trouve, est un bon levier pour réfléchir sur la façon dont on s'organise dans les établissements. C'est que, en fait, pour remplir un outil, il faut redéfinir, ou en tout cas, il faut mettre à plat ces processus ou les procédures qui étaient parfois tacites, qui n'étaient pas dites, pardon. Et là, à l'occasion du numérique, ça permet de se reposer les questions. Alors, voilà, moi, j'ai pas du tout une vision un peu techno-solutionniste, béate, de se dire le numérique va tout changer. C'est pas ça le sujet. On a envie de vous permettre on a envie de permettre aux professionnels d'accompagner de façon plus simple, ou en tout cas de meilleure qualité. Alors, je ne sais pas si c'est la qualité le terme, mais en tout cas, de mieux renseigner les données pour avoir un meilleur suivi, un meilleur parcours du patient, alors, du résident. Comme vous parlez parcours, on va en parler tout de suite. D'aucuns ont fait remonter que c'était pas hyper fluide, numériquement parlant, entre la ville, l'hôpital et le médico-social notamment. Ouais. Il y a encore des problèmes d'interopérabilité, j'ai réussi à le dire, de fluidification, etc. Là, par exemple, ça marche pas très bien. Ah. Alors, non, mais effectivement, quand on parle de parcours, on parle forcément de réseau. On est obligé de déployer tout en même temps, et c'est ça la difficulté. C'est un peu comme les réseaux sociaux. Si je suis tout seul à poster sur Instagram, ça ne va pas servir à grand-chose. Et en fait, il faut que j'ai un réseau d'amis qui soient tous ensemble. Là, c'est la même chose. En tant qu'EHPAD, il faut que ma pharmacie elle soit équipée des bons équipements, l'hôpital à qui j'envoie mes résidents aussi. Et donc, c'est toute la difficulté de la chose. Et c'est précisément ce que fait le Ségur numérique, c'est qu'il déploie dans tous les secteurs en même temps. Et donc aujourd'hui, on a passé une première vague d'équipement, on va dire, d'équipement. Alors, tout n'est pas fini. Hein. On disait que les financements sont terminés, mais en fait, il y a plus de 50% des projets d'acquisition de DUI là, qui sont encore en cours de déploiement et qui vont l'être encore pendant au moins 1 an. Et ce qu'on va sortir dans les quelques semaines qui arrivent, en février, c'est la vague 2 du Ségur numérique en santé, qui est donc des fonds mobilisés pour pouvoir s'assurer que les logiciels métiers, tous les logiciels métiers, puissent avoir de nouvelles fonctionnalités qui facilitent justement l'interopérabilité. Donc on va essayer de faciliter tout ça. On a vu qu'il y avait des problématiques sur le terrain d'interopérabilité. On va essayer de faciliter tout ça avec des nouvelles fonctionnalités, comme l'ordonnance numérique par exemple. D'accord. Miguel Jean, je crois que vous voulez intervenir. Oui, je me pose une question. Je me la repose là maintenant, mais je me la pose depuis un petit moment. J'ai bien compris que le numérique faisait partie de la vie du sanitaire et du médico-social. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça répondait à un véritable besoin ? Alors, du côté des professionnels, je le sais, je l'ai vécu. J'étais moi-même PH, praticien hospitalier, pendant 35 ans. Mais est-ce que ça répondait à un besoin du côté des usagers ? C'est une vraie question. Alors, d'un point de vue les logiciels métiers, de fait, ils ne sont pas accessibles aux usagers, ils sont accessibles aux professionnels. Ce que le ministère de la Santé, avec l'assurance maladie et avec la CNSA, hein, qui est vraiment partie prenante de tout ça, c'est de mettre en place mon espace santé, qui est le carnet de santé numérique. Et là, tout l'objectif, c'est de permettre aux patients, aux résidents, d'avoir ces documents. Alors, c'est parfois un peu plus difficile pour les populations âgées, hein, mais c'est d'avoir accès à ces documents, et c'est ça la vertu. Pas que les personnes âgées. Toutes les personnes en difficulté sociale sont concernées par ces difficultés d'accès au numérique. Mais ce que je veux dire, de façon un peu malicieuse, je l'admets, est-ce qu'il y avait une demande exprimée de la part des usagers d'obtenir absolument ces outils numériques ? Je ne suis pas sûr. Mais en même temps, ils y voient du bénéfice. C'est-à-dire que ça leur facilite la vie. Pour certains, les plus dégourdis peuvent avoir à assembler dans leur espace santé tous les éléments nécessaires à leur prise en charge. Ça, c'est un vrai progrès. Mais je ne suis pas sûr qu'on ne prenne pas le risque de laisser sur le bord du chemin tous ceux qui sont les exclus de ce numérique pour des tas de raisons, et pas seulement l'âge. Oui, bien sûr. Alors,
la première chose, c'est qu'effectivement, c'est les fameuses fractures numériques dont on parle beaucoup. Effectivement, il y a l'âge, mais il y a les profils cognitifs, il y a plein de choses. Il y a deux choses. La première chose, c'est que, notamment dans le cas de mon espace santé, mais pas que, il y a pas mal d'initiatives pour avoir des médiateurs numériques sur le terrain. C'est jamais suffisant, parce qu'on aura toujours des fractures. On essaie de les réduire. Il y a ces médiateurs numériques. Je sais que par exemple la Croix-Rouge aussi a tout un réseau formé de médiateurs numériques. Donc c'est pas seulement institutionnel par le réseau de l'assurance maladie. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qui est passé au Sénat hier, pour tout vous dire, c'est l'accès des aidants à mon espace santé. À la demande de la personne, il faut que la personne soit accompagnée, le veuille bien évidemment. Mais pour pouvoir accompagner quand on a notre mère qui est âgée ou qui est malade, ou un petit frère qui a des déficiences, pouvoir l'accompagner et l'accompagner dans son parcours de soins. Et est-ce qu'il y a un premier bilan prévu du programme ESMS numérique? Si oui, à quelle échéance? Alors effectivement, on s'est posé la question, il y a beaucoup d'argent qui ont été mis sur la table. Maintenant, il faut se dire, est-ce que ça sert à quelque chose quand même? La première chose, c'est que dans les quelques jours qui arrivent, là, la CNSA a fait 7 monographies où ils sont allés vraiment sur le terrain pour voir les bénéfices concrets, notamment pour les professionnels, pour les directeurs d'établissement, pour savoir s'il y a des gains. Et donc, il y a deux monographies qui concernent des EHPAD, un EHPAD dans le Puy-de-Dôme et un en Mayenne, où effectivement, vous pourrez les lire, ils seront très prochainement disponibles sur le site de la CNSA, où on voit la fluidification des communications internes dans l'établissement avec les professionnels extérieurs. Ils expliquent aussi tous les bénéfices pour le pilotage de l'établissement pour les directeurs d'établissement. Et puis, il y a une dimension qu'on n'avait pas forcément prévue, mais il y a une dimension de qualité de vie au travail aussi, où certains métiers voient leurs tâches mises en lumière parce qu'elles sont inscrites dans l'outil. Notamment les animateurs, les agents de maintenance, des choses comme ça. Quand l'outil le permet, on voit le suivi de ces tâches. Donc, c'est des choses, les gens ont dit que ça pouvait les mettre en valeur. Et ensuite, donc ça, c'est 8 monographies, c'est assez succinct, on va dire. Mais il y a un vrai bilan de ESMS numérique plus ce qu'on appelle le SONS, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui va être fait au premier semestre 2026 et donc qui devrait être disponible à partir du deuxième semestre 2026. Là, vraiment un bilan global sur les gains à la fois en termes de qualité, éventuellement de temps, les freins, les coûts, et voilà. Et comment ça va être fait? Enfin, les établissements seront directement contactés? Oui, tout à fait. Il y a des enquêtes qui vont passer par les fédérations. Et il y a des entretiens qui vont être passés avec certains établissements. Oui. D'accord. Alors, un peu de prospective maintenant. À quoi s'attendre là dans les 5-10 ans, toujours en lien avec ce coût, puisque là, on n'a pas vraiment de bilan pour savoir si c'est si efficace que ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend dans les prochaines années en termes de temps que ça va demander, de gestion, de moyens aussi, parce que les petits EHPAD n'ont pas forcément de directeur d'informatique à demeure. Voilà, qu'est-ce qui vous attend et quel accompagnement? Alors dans les 5-10 ans, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, l'essentiel c'est, il y a eu un investissement, maintenant on va dans les usages, on va pas, c'est du temps de formation des gens, on ne va pas redéployer des nouvelles choses tout le temps, donc c'est déjà s'assurer que ce qu'on a fait puisse être vraiment pris en main par les professionnels, et ça c'est encore les financements ESMS numérique, notamment avec de l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, des choses comme ça, qui vont permettre d'accompagner les professionnels et les établissements. Il y a aussi l'accompagnement des groupements régionaux d'appui à la e-santé, les GRAD, qu'il faut vraiment solliciter. Ils sont là pour ça, ils sont payés par l'État pour ça, pour accompagner les établissements dans le déploiement de la e-santé. En revanche, il y a quand même une prochaine échéance qui est la fameuse vague 2 du Ségur numérique, donc on va publier le nouveau référentiel au mois de février. Il faut que maintenant les industriels, les éditeurs de logiciels s'en saisissent pour pouvoir développer les bonnes fonctionnalités. Et puis ensuite, pour vous, en 2027, il y aura une période de prise de commande auprès de vos éditeurs, mais pris en charge à 100% par l'État. Et ensuite, un déploiement plutôt en 2028
début 2029. Et donc, ce qu'il faut, voilà, si on veut imaginer le futur dans 10 ans de l'SMS grâce au numérique, moi, ce qu'on essaie de faire, en tout cas c'est vraiment de volonté, c'est d'abord un parcours fluide entre les différents établissements, vraiment, avec, on a revu aussi avec la HAS le dossier de liaison d'urgence pour qu'il puisse être vraiment adapté au format numérique et que quand on arrive, un patient, un résident arrive aux urgences, il puisse être pris en charge plus facilement et que le professionnel, l'urgentiste, puisse avoir les informations directement. Il y a tout un pan également sur la remontée de données. Par exemple, on sait que aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps aux établissements, les rapports annuels médicaux, dans le futur, sans doute, hein, les coupes pathos et autres. Donc, le but, c'est d'automatiser ces remontées de données. Et puis, au-delà du numérique pur, des fonctionnalités, je pense que ce qui est important, c'est de penser la mutualisation de la fonction numérique. Vous l'avez dit, et dans le médico-social, pas que dans le grand âge, c'est vraiment le cas. Il y a beaucoup de petits établissements, il y a 45 000 structures, c'est énorme. Et donc, on ne peut pas penser que chaque structure aura un DSI. Souvent, c'est le directeur d'établissement qui n'a absolument ou il faut traiter les urgences, il y a plein d'autres choses. Et donc, on l'a expérimenté dans le cadre du programme ESMS numérique où il fallait candidater en grappe d'au moins 15 établissements pour se dire on mutualise la chefferie de projet autour de cette grappe. On voit qu'on va avoir un bilan justement, hein, le bilan devra dire ça, mais est-ce que les grappes ont vraiment fonctionné? Est-ce qu'elles ont survécu au programme? C'est pas certain. Il y a des grappes qui étaient vraiment opportunistes dans le sens où elles se sont créées que pour ça et elles vont sûrement pas bien survivre. Mais il y a d'autres grappes qui étaient faites autour de regroupements existants, les GCSMS, les GTSMS. Il y a vraiment un besoin de se dire la fonction de DSI, la fonction de RSSI, donc responsable cybersécurité, la fonction de DPO, de Data Protection Officer, il faut vraiment qu'elle soit mutualisée parce que sinon le coût ne peut pas être pris en compte. Donc, on va essayer de penser, avec vous évidemment, mais ces regroupements pour que ça ait du sens sur le terrain. Et ensuite, un dernier point, il y a cette question de regroupement sans doute territorial, et puis il y a dans les déploiements, il faudra aussi penser en termes territoriaux, c'est-à-dire que oui, on a équipé l'EHPAD, on a équipé la pharmacie, maintenant il faut que tout le monde se rencontre, et là c'est le rôle du GRAD, donc du groupement régional d'appui à la e-santé, de mettre en relation les personnes pour s'assurer que chacun a le bon logiciel qui communique avec l'autre et s'assurer que finalement on soit dans un cercle vertueux là-dessus. Sur les financements, vous avez évoqué la poursuite du déploiement de Ségur numérique sur 2027-2028 avec le programme SONS, SONS, là en majuscule, le truc imprononçable. Pardon ? SONS, ouais, bravo. Les enfants, ouais, c'est nos petits-enfants. Ouais. Vous dites pas... Ouais. Non, SONS, oui, très bien. Système ouvert et non sélectif pour les intimes. Voilà, il y a aussi le financement quid de la cybersécurité, parce que ça commence à toucher aussi les EHPAD, cette histoire, ces attaques informatiques. Alors oui, évidemment, la cybersécurité, c'est une grande c'est absolument essentiel. Et donc, dans le sanitaire, il y avait déjà un grand programme qui s'appelle le programme CARE autour de la cybersécurité. Il va être décliné dans le médico-social. Et au premier trimestre 2026, on va lancer un premier pilote pour une vingtaine d'établissements pour l'instant pour tester des parcours de mise à niveau en cybersécurité, donc financé. Hein, tout ça est financé. Et le but, c'est ensuite de faire des itérations pour pouvoir permettre, en généralisant ces approches-là, pour que chaque ESMS puisse se doter, renforcer sa résilience en cybersécurité. Ce qui est prévu, en tout cas, c'est d'avoir des parcours différents en fonction de je suis un EHPAD, je suis un établissement, parce que ça ne concerne pas que les EHPAD, je suis un établissement, par exemple, peu mature en cybersécurité et je n'ai pas de ressources SI dédiées, et dans ce cas-là, j'ai un certain nombre d'accompagnements et de mesures à faire. Si j'ai des ressources SI dédiées, j'ai un autre parcours. Voilà, on essaye vraiment de faire du sur-mesure, en tout cas le plus possible, pour que ça ait du sens sur le terrain. Et en quoi le contexte politique là et financier peut obérer cette belle volonté ? Est-ce que ça va rouler ? Est-ce que c'est sanctuarisé, les financements, etc. Ou est-ce que ça peut être compliqué ? Alors, sur le Ségur numérique, c'est sanctuarisé, il n'y a pas de souci. Sur CARE, c'était dans le PLFSS 2024. Donc, normalement, on a tout.
mais il faut quand même aller les chercher auprès de Bercy. Et ensuite, c'est plus pour la suite, quand on sera en 2027, 2028 et autres. Et finalement, il faut s'assurer qu'on ne fasse pas un retour en arrière, parce que les logiciels, ça a un coût de maintenance. Et c'est là où il faut on est en train de se pencher sur les scénarios de financement. Et là, effectivement, le contexte politique et budgétaire est très compliqué, donc il faut qu'on soit inventif. Okay, donc aucune garantie pour 2027-2028, c'est ce qu'on entend. Enfin, on va dire que vous serez financé quand même en 2028, pardon, mais 2029. Après 2029, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop. Après 2009, vous n'aurez plus le Wi-Fi dans les EHPAD. Dans vos EHPAD. Après, dans les dotations, normalement, il y a une partie qui est dédiée au numérique, mais aujourd'hui, elle est un peu peau de chagrin, donc il faut qu'on révise ça. Bon, après ce long et détaillé développement, merci. On va peut-être s'intéresser aux coûts autres du coup que financiers, puisque c'est le principe de l'intervention. Miguel et Jean, vous avez déjà commencé à interroger les choses. J'ai laissé parler Myriadec, mais j'avais des trucs à dire. Alors, selon vous, vous disiez en préparant cette table ronde qu'il y avait une forme d'enthousiasme un peu béat, démesuré, qui fait l'impasse sur certains points, même si Myriadec Fécamp nous a bien dit qu'il n'y avait aucune vision béate du point de vue ministériel en tout cas. On a de l'optimisme quand même. Il en faut. Oui, il en faut. Vous vous intéressez donc vous au coût humain plutôt du numérique en santé, en disant que le coût humain à gommer les singularités est exorbitant. Quels sont les points de vigilance particulière que vous souhaitez mettre en lumière? Bon, on a combien de temps là? 3-4 heures. Non, juste un point pour allez, en 10 minutes. La façon dont le numérique pourrait résoudre le problème des liens entre l'hôpital et les lits d'aval, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que c'est deux mondes qui parlent pas forcément toujours la même langue. Alors on a beau mettre un ordinateur entre eux, il y a d'autres obstacles qui se mettent sur la route. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Bon, les points de vigilance que j'ai évoqués là rapidement, quand on parle du numérique, on a exclu l'intelligence artificielle. On pourra peut-être en dire un mot, mais on va rester sur les technologies de l'information et de la communication au service de la santé. Déjà, c'est pas mal. Hein. Moi, au CHU de Nantes, ils ont été vers ce modernisme qui consiste à l'accueil dans le hall, placer des bornes auxquels doivent se rendre les patients quand ils arrivent pour faire leurs admissions. Bien. Ça a supprimé 30 emplois d'admissionnistes. Moi, naïvement, je me dis, c'est super, ça va faire 30 infirmières en plus. Eh bien, on m'a expliqué que ce n'est pas le choix qui avait été fait. Alors, quand on a un numérique qui vient améliorer l'usage dans l'admission, c'est bien, mais ça va aller aussi en dégradant la vie des infirmières, parce que ce qui se passe dans la vraie vie, hein, c'était la semaine dernière, les gens qui arrivent aux bornes sont parfois un peu perdus, ne sont pas familiers, ni avec le clavier, ni avec ce qu'on leur demande, parce qu'ils doivent parler le langage de la machine, parce que la machine ne parle pas leur langage. Et quand ils arrivent dans le service, l'infirmière va perdre un quart d'heure à essayer de faire le tri dans tous les papiers qu'ils apportent, parce qu'ils sont perdus. Donc là, je dis qu'il y a peut-être des efforts à faire pour rendre la machine un peu plus digeste pour les plus vulnérables. Quand on est un guide de 30 ans qui arrive à l'hôpital pour un ongle incarné, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on est une personne âgée, qu'on vient consulter parce qu'on a des gros soucis de santé, on est dans une vulnérabilité qui est au-delà d'être sociale et médicale. Et là, on a tous les repères qui disparaissent. Le nombre de fois où, mais ça vous est arrivé certainement, quand on va à l'hôpital, on doit prendre par la main des patients pour les emmener dans le service, parce que avant l'hôpital, ils étaient en pleine forme, ils savaient se repérer dans la rue. Une fois à l'hôpital, ils perdent tous leurs repères. Donc la machine n'est pas vraiment d'une grande aide dans ce cas-là. Bon. Pour les points de vigilance que j'évoquais, il y a deux choses qui me semblent intéressantes. Il y a la téléconsulte, qui me semble un point fragile, intéressant mais fragile. Et puis il y a la télésurveillance, notamment celle qui se met en place à domicile avec les dispositifs connectés. Parce que dans les deux cas, la question qui se pose, c'est la question du consentement, non pas du professionnel, parce que ça pourrait être l'objet d'une question, mais la question du consentement de la personne âgée ou pas, qui va finalement non pas choisir à la téléconsulte, mais plutôt la subir, parce que c'est
soit une téléconsulte, soit rien. Hein, on parle de la gérontopsie, par exemple. Hein, chez moi, mais chez vous, c'est pareil. Si on n'accepte pas de rentrer dans ce système de téléconsulte, on n'a rien. Donc on y va. Mais ce n'est pas de la médecine. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer que la médecine de demain soit une médecine numérique. La médecine, ça fait appel aux 5 sens. Quand on est dans la médecine numérique, on n'a que 2 sens. La vue et l'ouïe. Disparaissent le toucher, l'odorat, etc. Or, je suis désolé, on ne peut pas imaginer, à travers un écran, percevoir toute la dimension d'une personne. C'est impossible. Hein, moi, je prends l'exemple souvent du patient à qui vous avez conseillé d'arrêter le tabac, parce que ce n'est pas bon, on l'a entendu tout à l'heure, et qui, lorsqu'il vient en consulte, dès lors qu'il ouvre la porte, vous sentez que le sevrage a été un problème. Hein, et qui vous dit, non, je vous assure, j'ai arrêté, mais ça fait 15 jours maintenant. Bon, c'est une anecdote, mais c'est tellement vrai, c'est vrai aussi pour l'alcool. Bon, bref, cette médecine numérique, elle a des avantages, parce que dans les déserts médicaux, on n'a pas le choix. Mais ça pose une autre question derrière. Est-ce que plutôt que d'avoir ce pis-aller, on ne pourrait pas réfléchir à d'autres approches pour résoudre cette question des déserts médicaux? Et là, on va poser sur la table un gros mot, remettre en question la liberté d'installation des médecins. Il faut du courage pour parler de ça, parce que c'est une vraie question. Que depuis 20 ans, tout le monde se passe comme une patate chaude, parce que c'est... On peut la poser. Moi, je la pose sur la table. Je crois qu'elle a été pas mal posée dans le dernier PLFSS. Et je crois qu'on s'est surtout retrouvé avec des grèves de médecins qui sont allés s'exiler à Bruxelles. Mais je sais. Mais oui, mais effectivement, il y a une vraie question de désertification médicale. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, pour le mot éthique que je vois là, me qualifiant, pour partie, il y a deux façons de lire le mot éthique. L'éthique, ça peut être la déontologie, les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, ne pas faire, ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Mais ça peut aussi être l'éthique sous l'angle du questionnement. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas figé. Et c'est ce que disait Mériadec, j'étais intéressé d'entendre, qu'il y avait une espèce de dynamique dans la réflexion, dans la mise en place, dans l'analyse, dans le retour sur l'expérience. Ça me va bien parce que ça permet d'ajuster finalement nos postures et nos réponses. Puis le deuxième point que j'avais évoqué dans mon introduction rapide, c'était la télésurveillance. Le fait qu'on puisse mettre des outils qui sont destinés soit à veiller sur, soit à surveiller, pour reprendre le thème d'un colloque qu'on a organisé à Nantes. Bon, quand c'est veiller sur, moi je suis tout à fait d'accord, c'est très intéressant. Quand c'est surveillé, quand on fait l'impasse du consentement, là ça pose problème. Parce qu'on marche sur des valeurs qui nous sont chères, le respect de l'autre dans sa différence, dans son intimité. Et quand on installe au domicile ou en établissement des dispositifs d'observation ou d'écoute, sans recueillir le consentement, je trouve que ce n'est pas respecter la personne en tant que sujet. La personne redevient objet de surveillance, objet de soin. Et ce n'est pas, à mon avis, une piste très positive. Voilà. Je peux agir, ouais. Peut-être sur le premier point, sur la téléconsultation, effectivement, vous l'avez évoqué, mais souvent, l'alternative, ce n'est pas entre téléconsultation et consultation réelle, c'est téléconsultation ou rien, parce qu'il y a des problèmes de transport, parce qu'il n'y a pas de médecin, il y a plein de problèmes qui sont liés. Et hier, il y a eu les assises de la télémédecine au ministère de la Santé, où effectivement, un des grands axes, c'était de dire il faut pouvoir quand même accélérer ou en tout cas favoriser la téléconsultation en EHPAD lorsqu'elle est vraiment nécessaire, parce que sinon il y a une perte de chance pour le résident. Et il y a sûrement, ça allait un peu avec la prévention, mais il y a sûrement des moyens d'éviter des passages aux urgences avec la téléconsultation. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, et effectivement il y a une vraie question de... il faudrait qu'il y ait un médecin dans chaque ville et village. Mais... Et la télécoordination en EHPAD aussi, avec les médecins co qui font ça à distance dans certains établissements. Oui, parce qu'on fait la différence entre la téléconsulte et la téléexpertise.
consiste pour 2 soignants à parler d'un dossier. Ce n'est pas la même chose. Mmh. On va dire que là, ça se fait déjà depuis longtemps, d'aller appeler un confrère en lui demandant son avis. Là, je trouve que ce qui me met mal à l'aise, c'est que la personne devient objet et non plus sujet. On ne lui demande pas est-ce que vous voulez aller voir le médecin ou est-ce que vous voulez rester dans votre chambre ou dans l'établissement pour bénéficier d'une téléconsulte. Il n'y a pas le choix. C'est ça. Mais vous le dites très justement, si c'est un désert médical, ça sera l'impossibilité de rencontrer un médecin. Et alors, on parle des personnes, on parlait de l'avenir, on parle des personnes âgées. Je sais que dans certaines régions, de la région des Pays de la Loire, mais pas seulement, même pour des personnes valides, en ville, ça devient très compliqué de rencontrer des médecins. On va prendre l'exemple des dermatos. J'ai rien contre les dermatos. Mais quand même, ça devient comme les ophtalmos. Ce sont des spécialités compliquées à rencontrer quand on parle de la prévention, ce qui nous occupait juste avant. Et quand on connaît la fréquence des mélanomes et les dégâts que ça fait, on peut s'interroger sur les difficultés d'aller dans cette prévention dermato. Bon, ce que je veux dire là, clairement, c'est que ce qu'on connaît là avec les déserts médicaux pour les personnes âgées, je ne voudrais pas qu'on le connaisse pour les autres patients, moins vulnérables, mais tout aussi demandeurs de soins et de prévention. Et peut-être, je voulais juste réagir parce qu'effectivement, là, on parle d'éthique au moment du choix par le professionnel ou plutôt par la personne accompagnée ou le patient normalement. À la délégation numérique en santé, on s'attache à une autre partie de l'éthique qui est vraiment l'éthique de la conception des outils numériques. De se dire que les outils numériques, les logiciels de téléconsultation et autres, qu'ils soient bienveillants dans leur conception, c'est-à-dire qu'ils soient faciles d'utilisation, qu'ils ne soient pas malfaisants, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle des dark patterns qui leurrent l'utilisateur, qu'ils soient justes et qu'ils assurent l'équité. C'est de la déontologie, tout à fait. Mais c'est important quand même que... c'est le référentiel, il y a un référentiel qui a été créé, un cadre éthique du numérique en santé qui a été posé par le ministère pour s'assurer qu'au moment de la conception, effectivement, il y ait déjà un cadre éthique. Et ensuite, effectivement, ça ne peut pas être tout seul. Il faut que ça aille plus loin au niveau des prises de choix au niveau des établissements. Ouais. Et je crois savoir que vous travaillez sur un observatoire aussi, des dilemmes éthiques. Vous pouvez en dire plus ? Oui, effectivement. Aujourd'hui, il y a déjà une plateforme d'éthico-vigilance qui existe où chacun peut aller poser une question parce que sur un outil, il y a un problème. Par exemple, il y a une question qui a été posée, c'est lors d'une séance de téléconsultation, à la fin, le logiciel propose des frais supplémentaires, enfin impose des frais supplémentaires, mais à la fin du parcours, donc on est un peu bloqué avec ces frais en plus. Là, il y a vraiment un problème de conception, et la cellule éthique du ministère prend contact avec, par exemple, l'éditeur de logiciel pour résoudre ça. Et effectivement, la cellule éthique du ministère travaille en ce moment, va travailler, et donc on sera très content de collaborer avec vous, c'est ce qu'on disait avant, sur un observatoire des dilemmes éthiques pour recenser justement les difficultés de voir dans le gris. Il y a le noir, il y a le blanc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et puis il y a le gris, et le gris, il faut parfois essayer de se faire aider par un comité consultatif d'éthique pour trancher. Quid de l'acculturation des professionnels ? On parlait de l'acculturation des professionnels tout à l'heure avec Jean-Pierre Rizot sur l'évaluation, mais quel est le degré de maturité finalement de vous tous au numérique en santé ? Est-ce qu'il y a des formations entre ChatGPT, l'IA, etc. On en parlait tout à l'heure. Quel accompagnement est prévu de ce point de vue-là pour justement pas franchir certaines limites ou mieux accompagner ? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'on voit ressurgir ce dont on essayait de se débarrasser, c'était le paternalisme, c'est-à-dire l'asymétrie dans la relation. C'est-à-dire que si aujourd'hui on demande... moi j'ai un collègue, le patient lui a demandé en consulte, il lui a dit « mais vous êtes là à rentrer des choses dans l'ordinateur, c'est mon dossier ». Alors le médecin, le collègue dit « oui, on a maintenant un logiciel métier qui nous permet de... »
Et alors le patient dit, mais elles sont où mes données? Parce qu'avant, mon dossier il était dans votre armoire là. Et alors il m'a dit, je ne savais pas quoi répondre. Elles sont sur un serveur. Il dit, je m'en suis sorti comme ça. Et alors il dit, heureusement qu'il ne m'a pas demandé où était le serveur. Mais il dit, mais j'en suis totalement ignorant. Je ne sais pas où sont les données que je rentre dans ma machine. Et alors un autre point, pendant que j'ai la parole, on a fait un test dans le service où je travaille avec les internes pour voir comment, parce qu'on partage des bureaux de consultation. Et c'était très intéressant de voir la façon dont ils disposaient l'écran sur le bureau de consulte. Et on voyait que selon les internes, l'écran était soit sur le côté, de sorte que le patient voyait ce que le médecin rentrait, soit l'écran était quasiment comme une séparation. Et l'écran, c'est à la fois pour montrer et pour masquer. Et il y a des jeunes médecins qui se cachent finalement, de façon un peu comme ça, derrière l'écran, qui créent une séparation entre... Bon, c'est une parenthèse, mais c'est intéressant comme question. Non, mais Oui, bien sûr, mais c'est vous qui avez abordé le sujet pendant la préparation, pour tout dire. Oui, alors je sais plus, la première remarque c'était sur la formation, je crois. Oui. Et l'acculturation. Et la culture et le paternalisme numérique. Là-dessus, il y a un programme, il y a un référentiel de formation qui a été créé par le ministère en partenariat. Alors là, j'ai pas tous les éléments, donc je suis désolé, mais je vais peut-être être un peu vague, mais je crois que c'est avec l'université de Nice pour développer des parcours de formation, pour avoir des heures vraiment dédiées au numérique en santé dans les parcours de formation des médecins, dans les années de médecine. Donc je pense que c'est important. Après, on ne peut pas tout balayer là-dedans, et je pense qu'il y a des réflexions à avoir en établissement sur l'utilisation de ChatGPT et autres, mais je pense que vous en avez peut-être parlé ce matin, donc je ne reviens pas dessus. Je suis désolé, j'ai perdu la deuxième remarque. Ah oui, et sur l'écran, en fait, c'est effectivement le document, les données, c'est bien les données de l'usager et du résident, donc c'est normal qu'elles lui soient accessibles. Et effectivement, que l'écran soit une barrière, c'est tout le contraire de ce qu'on cherche à faire. Et c'est un peu tout l'enjeu justement de mon espace santé, où on se dit que les données renseignées par le médecin ou par les professionnels puissent être accessibles via cette interface aux patients, aux résidents, parce que ces données, ce sont les siennes. Mais c'est pas, effectivement, il y a toute une acculturation à ça, effectivement. Je me permets juste, quand on préparait la table ronde, vous m'avez donné un exemple super intéressant que j'aimerais bien que vous partagiez avec la salle par rapport à une appendicite d'une personne. Oui. L'appendicite, c'est un prétexte. Non, c'est le motif d'entrée. C'était pour expliquer que le numérique était affamé de données. Et l'intelligence artificielle, encore plus, avec les algorithmes qui se nourrissent. Plus ils se nourrissent, plus la machine tourne. Et plus elle produit des résultats. Donc, cette espèce d'appétit du numérique pour les données conduit à des excès que je trouve très, très embarrassants. L'histoire, c'est une patiente de 62 ans qui rentre dans le service de chirurgie digestive pour une appendicite, toute à froid, pas à chaud, à froid. Bon. À l'entrée, l'externe va la voir. L'externe, on l'a vu, parce qu'à Nantes, on fait des petits TD comme ça, de retour d'expérience avec les externes. Bon. Et elle nous raconte son malaise vis-à-vis de cet interrogatoire où elle fait toute la liste. Elle part du A, elle va jusqu'au Z. Toutes les cases sont nécessairement remplies. Et elle parle des antécédents médicaux, chirurgicaux, gynéco-obstétricaux. Et là, elle sent un malaise. Alors, la dame ne lui répond pas. Alors, elle insiste. Puis finalement, cette dame lui dit « Bon, j'ai fait une IVG quand j'avais 18 ans. » La femme, elle avait 62 ans. Et elle se met à pleurer, cette patiente. Et l'externe était mais désemparée. Elle a dit « J'aurais envie de disparaître sous le tapis, tellement j'avais honte d'avoir été insistante à ce point que cette femme finisse par lâcher. » Et elle a dit, et c'est ça qui m'intéressait, est-ce que finalement cette information m'était utile pour cet accueil? La réponse, elle est non. Mais la machine a besoin de cette information. Et c'est là où il y a une espèce de paradoxe. Il ne faut pas qu'on avance au rythme que la machine nous impose. C'est à la machine de s'adapter à ce qu'on lui demande et que ça réponde à un besoin. On est d'accord?
Je suis tout à fait d'accord, et d'autant plus que le but aussi de partager les données, c'est de déjà pas redemander les données à chaque fois. Donc déjà, c'est une première chose pour éviter qu'un patient, il va chez le radiologue, puis ensuite à l'hôpital, puis à l'EHPAD, ils redisent 3 fois les mêmes choses, c'est un peu compliqué. Donc c'est un premier point. Effectivement, il faut que ça soit ajusté. Mais ça, c'est dans la conception des logiciels où on essaie de s'assurer de ce niveau d'exigence et de données. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. On a parlé du coût économique, la façon de se faire accompagner, le coût éthique, le coût social un petit peu avec la fracture numérique. Oui. Est-ce qu'on peut dire un mot du coût écologique? Non. Oui, bien sûr. Allez-y. Non, parce que il y a une campagne. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le coût écologique. Il y a une campagne de l'ADEME en ce moment qui nous incite à être sobre sur le plan numérique, ce qui n'est pas idiot. Hein, une recherche GPT, c'est 10 fois ou 15 fois une recherche Google. Extrêmement gourmand. Ouais, et puis en énergie, les recherches. L'empreinte carbone, elle est massive. Est-ce que ça, c'est un élément qui est pris en compte? Alors, dans le référentiel d'éthique au ministère, effectivement, la 5e dimension, c'est la dimension éco-responsable. Il y a un éco-score qui est proposé aussi pour les logiciels. Après, effectivement, dans l'utilisation, aujourd'hui, il faut réfléchir à la bonne utilisation pour ne pas consommer plus que nécessaire. Ceci dit, l'alternative, quand c'était le tout papier, était où on imprimait à chaque fois beaucoup de choses. Je pense au dossier de liaison d'urgence, par exemple, où parfois il peut être assez long alors qu'il devrait être assez court, mais s'il est réimprimé à chaque fois à chaque patient pour l'envoi aux urgences ou même stocké et autres, ça consomme beaucoup. Donc il faut voir l'alternative. Je pense qu'il faut faire attention. Et je voulais juste revenir sur un point, parce que ça va avec l'éthique, sur l'hébergement des données. Effectivement, il y a un enjeu de souveraineté numérique absolument immense. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est d'autant plus. Mais là-dessus, tous les hébergeurs de données en France de santé doivent avoir une certification qui s'appelle la certification HDS, hébergeur de données de santé, et qui garantit que les data centers sont en France, qui stockent les données. Mais bon, effectivement, elles ne sont pas dans le placard, elles sont sur le cloud. On arrive au terme en tout cas, de la discussion avant les questions. Est-ce que vous avez des choses primordiales à ajouter que vraiment vous n'auriez pas dites et qu'il faudrait dire? Je trouve que ça va dépasser le quart d'heure, c'est ça. Bon, en tout cas, il y aura une journée nationale du numérique dans le secteur médico-social organisée par le ministère le 10 mars. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot Ça fait réagir, je ne sais pas pourquoi. Bon. Est-ce que vous avez une idée déjà un peu du programme? Est-ce que ce sera accessible en visio aussi? Est-ce que Alors, ce sera à Paris? C'est à Paris, c'est à Bourse, okay. Au métro Bourse. Et effectivement, c'est une journée qui rassemble à la fois les fédérations, des organismes gestionnaires, les éditeurs de logiciels, les agences régionales de santé. Et donc, elle est d'abord en présentiel. S'il y a trop de monde, il y aura un lien en visio pour les plénières. Et effectivement, c'est un rendez-vous qu'on a tous les ans et qui permet d'évoquer, on va évoquer le cas du parcours dans les urgences, justement l'envoi aux urgences depuis l'EHPAD, parce qu'il y a une étude qui est en cours là-dessus. On va évoquer l'acculturation des professionnels avec les usages et puis les nouvelles pistes d'interopérabilité avec notamment l'ordonnance numérique. Il y a une question sur la tablette et si vous voulez lever la main pour certains qui auraient des questions ou des remarques. Bon, on va déjà poser cette question et s'il y a d'autres questions après on les prendra. Donc c'est un gériatre ou une gériatre, pardon, si c'est le mauvais genre, du CHU de Reims qui dit j'entends le problème du consentement qui est indispensable pour surveiller les patients, mais comment faire pour le recueillir quand ils sont déments et qu'ils ne peuvent plus le donner alors qu'ils sont en danger et que les surveiller par une caméra peut leur permettre de rester chez eux en toute sécurité? Alors, je réponds, mais je pourrais donner la parole à Marianne. Je fais une différence entre la recherche du consentement et son recueil. Quand on recherche le consentement, c'est qu'on considère l'autre comme un sujet, non pas comme un objet. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, même avec des troubles cognitifs plus, ce que comprend et retient la personne. On ne va pas la disqualifier au nom de ce qu'elle nous renvoie une image. Bon, je ne comprends pas, j'ai perdu la tête, etc. Donc, je comprends qu'on ne puisse pas recueillir, mais à tout le moins, on peut rechercher le consentement. Ça, c'est important. Et puis, la surveiller ou veiller sur, c'est une vraie question.
Je ne sais pas si vous connaissez ce système d'actimétrie qui consiste à truffer les domiciles de capteurs qui indiquent sur les smartphones la présence de la personne, soit dans son lit, soit dans les pièces, la façon dont elle ouvre son frigo, le nombre de fois que la porte d'entrée est ouverte. Ça donne l'impression d'un petit rat dans un labyrinthe. C'est de la surveillance, mais c'est un objet qu'on surveille, c'est plus une personne. Donc, oui, c'est intéressant le numérique, mais ça doit s'ajuster, se nuancer. Hein, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Toujours pas de questions, toujours pas de remarques? Peut-être juste sur la question de ce ou cette gériatre. Oui. Je pense que le premier réflexe, en tout cas, c'est de ne pas se poser la question tout seul et d'en discuter avec les proches et puis les autres professionnels de santé. Je pense que c'est le premier réflexe à avoir parce que on décide jamais mieux que quand on discute avec les autres. La dimension éthique, ça se partage. C'est la base de la réflexion éthique, effectivement. Là. Merci pour vos interventions. Merci.